Est-il possible de publier son manga sans avoir une technique énorme de dessin, sans être un monstre à la Miura ou à la Murata? Peut-on, avec un bagage technique moins développé, réussir à tout de même être pertinent si on publie un manga? Et cette question en amène une autre. Quel est vraiment le rôle du dessin dans un manga, dans une bande dessinée? Je pense que cette vidéo te sera d'une grande aide si tu souhaites être dessinateur manga, mangaka ou même que scénariste. Normalement, si je fais bien mon boulot, tu vas apprendre des trucs. Cette série de vidéos sur le métier de mangaka, sur son exécution, je vais la continuer. Donc si ça t'intéresse de savoir les dessous du métier, abonne-toi pour les futures vidéos. Et yo la troupe, c'est Motive, on est parti. Bon, tu es pas sans savoir qu'un manga, c'est de la bande dessinée. Et donc ça use de mots et d'images pour produire du sens. Et bien souvent, même si on l'avoue pas, dans la découverte d'une nouvelle série, son esthétisme, ses dessins, ses illustrations, ses covers, c'est ce qui va nous attirer de prime abord. Voilà, t'es posé, t'es à la Fnac, t'as 10 balles à cramer dans une nouvelle série, qu'est-ce que tu fais? Tu vas feuilleter un peu, tu vas voir l'illustration qui te parle le plus, tu vas feuilleter un petit peu les planches, tu vas peut-être lire le résumé et tu vas faire ton choix comme ça. Mais oui, je te connais gros, on est pareil. Donc là oui, je suis obligé de te le dire, mais une maîtrise technique excellente est nécessaire pour taper dans l'œil. Je veux dire, tu regardes la cover du tome 23 de One Punch Man, putain t'as envie d'acheter. D'ailleurs, actuellement, il est assez rare de voir débouler sur le marché du manga professionnel un manga avec un dessin qui ne soit pas au minimum très bon du point de vue technique, car les éditeurs le savent, le dessin a un très grand rôle marketing dans cette histoire. Mais des mangas comme SNK, Mashle, Fire Punch ou même avant JoJo's partie 1, ou même si on va dans le marché français les débuts de Dreamland, sans vouloir dire que ces mangas sont moches, car on reviendra sur cette notion plus tard dans la vidéo, mais je pense à mon humble avis qu'ils sont techniquement moins bons de la moyenne. Pourtant on parle de mangas à grand succès quand même. Alors on peut se dire que c'est le scénario qui fait tout le charme de ces mangas là, et que le scénario de toute façon il comble les lacunes du dessin bancal. Il y a aussi à prendre le compte le facteur animé, et là je pense à SNK et JoJo. Mais vraiment, bon, vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est que c'est plus compliqué que ça. Donc là, on va revenir donc sur cette notion de moche, en posant une question: qu'est-ce qui fait un bon dessin de bande dessinée, un bon dessin de manga quoi? On va commencer directement, mais alors directement, à faire la différence entre le style et la technique. La technique fait appel aux fondamentaux du dessin, pour que le dessin soit le plus crédible possible. Si tu fais de la perspective, c'est pour donner l'illusion de la profondeur dans ta scène en 2D. Pareil si tu donnes les détails de tes ombres et lumières. D'ailleurs, la perspective et même la lumière est bien souvent fausse, c'est à dire qu'un architecte te dira non là c'est pas réaliste quoi, mais on s'en fout, tant que ça convainc le lecteur, ton job est réussi. Le plus flagrant c'est l'anatomie, clairement. Si tu prends Toriyama par exemple, il fait des erreurs volontaires sur l'anatomie de ses persos, surtout ceux particulièrement musclés, mais ça donne un aspect beaucoup plus musculeux tout en étant pas trop dans le détail. Ça donne un côté très dynamique et très poseur en même temps. Là où par exemple dans le boulot de Keisuke Itadaki, ses personnages sont aussi énormément musclés, mais lui il va aller plus dans le détail des muscles pour donner un flow plus fluide aux muscles, pour donner une espèce de beauté grotesque quoi. Et c'est précisément là où intervient le style, la déformation volontaire pour donner un ton, pour raconter sa propre histoire. Et cet aspect est selon moi plus important que la technique elle-même, comme un romancier ou un poète qui joue de ses mots pour te faire imaginer un univers, pour te faire ressentir des émotions. Les poètes sont les personnes qui ont le plus détruit la langue française, fait des fautes d'orthographe etc. pour le lyrisme de leurs poèmes. Et paradoxalement c'est aussi eux qui ont fait le plus évoluer cette langue. Donc le dessin d'une bande dessinée c'est la même chose. Il passe par cette notion de design, de flow, de style. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion de flow, notamment sur les personnages, allez voir ma vidéo sur le sujet. Après celle-ci bien sûr. Ainsi, malgré la technique un peu en dessous d'Isayama à l'aspect horrifique, gigantesque, la peur que provoquent les titans, qui écrase le petit sentiment d'espoir du bâton d'exploration, il est bien réel et il transparaît via son trait un peu chaotique. Le design des titans est exceptionnel et aussi via sa mise en scène, la mise en page et le découpage de Isayama fait que putain l'ambiance tu la ressens. Les visages des humains se détruisent sous la pression des titans, même si c'est un petit peu n'importe quoi, ça rajoute à l'aspect en mode putain ils sont effrayés les mecs. Le trait est un petit peu imprécis certes, mais le mouvement y est, même si ça amène des fautes de proportion, qui m'amène justement à un aspect super important, la mise en scène, la mise en page. Je pense faire des vidéos plus complètes sur le sujet, mais on va commencer un petit peu maintenant. La mise en scène dans une BD, c'est toute l'opération qu'il y a entre le scénario et les cases finales que tu vas voir. Le but premier est que le lecteur ait une lecture agréable et fluide, que rien ne le freine dans sa lecture et dans la compréhension de celle-ci, et aussi dans le même temps à mettre de l'intensité à sa lecture pour le toucher émotionnellement. C'est un jeu d'équilibriste entre compréhension et intensité, et la mise en scène passe par le découpage, la mise en page, le jeu de l'onomatopée, le jeu avec les bulles, le texte, les speedlines, le décalage graphique, bref autant d'outils propres à la bande dessinée que chacun des artistes s'approprie dans son œuvre pour faire passer le message et les émotions qu'il veut. Le découpage très élastique d'Araki montrant la bizarrerie de son univers, la mise en page très silencieuse dans Mother Sarah le rendant plus
plus contemplatif, le jeu dramatique des onomatopées et des bulles de Kubo, soulignant la pression qu'imposent ces combattants charismatiques. Chaque artiste y va de son goût. Et ça, si c'est maîtrisé, c'est l'élément qui va faire en sorte que le lecteur lise de la première à la dernière page de ton manga. C'est super important en fait, bien plus que la technique même de dessin. Un aspect par exemple super intéressant dans la mise en scène d'Hajime Isayama, c'est si tu penches sur l'évolution de comment sont cadrés les titans. Au tout début, ils sont vraiment cadrés style kaiju, un peu comme les films de kaiju, Godzilla, etc. Avec une énorme domination dans les cases, ils prennent beaucoup de place, beaucoup d'espace, ils dominent systématiquement les planches, des angles en contre-plongée, etc. Du classique. Mais c'est mixé avec cette manière très particulière de couper les titans dans les cases. Ils sont souvent coupés à des endroits très dérangeants, dans des articulations au milieu du corps, etc. Ça les rend vraiment dérangeants. Corroboré justement avec cet effet de surprise, d'instantanéité que peut apporter le découpage d'Isayama quand il te fait apparaître un titan sur la page de droite, par exemple. Puis on évolue avec des titans maintenant filmés un peu comme des boss de Shadow of the Colossus. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression de gigantisme, avec ce jeu sur les échelles totalement démesuré, mais là on a plus parfois des vues de plongée, ou des rapports dans le cadrage de cibles d'objectifs. Comme si malgré leur taille gigantesque, ils sont atteignables, ce sont des cibles totalement atteignables par la technologie, de l'équipement tridimensionnel et de l'espoir qu'ils symbolisent. Puis après, quand on a la révélation sur les titans et des combats de titans, dans la mise en page, ça change encore. Titans sont montrés un petit peu comme des mechas, et ça aussi c'est corroboré par la chorégraphie très artiste martial, très MMA. On n'est plus sur du kaiju, on n'est plus sur de l'horrifique, on est vraiment sur du combat démesuré, sur du combat de gros robots. Puis après sur la fin on a une manière de cadrer les titans qui est plus du tout horrifique, et pour la plupart des titans qui n'est même plus du tout impressionnante. L'arc final du manga réinvente une nouvelle manière de cadrer et de mettre en scène les titans, et c'est ce qui contribue à la masterclass du dernier arc. Mais bon là je vais pas spoiler. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Hajime Isayama a réussi visuellement à avoir des concepts géniaux qui cristallisent l'histoire qu'il veut raconter, qui fait que en tant que lecteur, quand tu lis SNK, et bah tu comprends et tu ressens parfaitement l'enjeu de l'histoire et l'importance de certains personnages. L'importance de certains personnages est souvent corroborée avec leur rapport par rapport aux titans. Ils auront souvent un rapport d'égalité ou même de domination. Certains titans les plus importants vont réussir à dépasser la mise en page de ceux qui le sont un peu moins. Bien sûr, avoir une technique irréprochable et un dessin visuellement beau gosse peut être pertinent, comme par exemple dans One Punch Man où les chara designs sont impressionnants, pour que tu crois la batassitude de ces personnages, pour que tu crois que ce sont des potentiels dangers et antagonistes pour Saitama, qui lui est plus cartoonesque. Ou ça peut être utile pour rendre un univers totalement contemplatif comme l'horreur des cauchemars de Guts, ou comme je l'avais dit, le bel univers post-apocalyptique de Mother Earth, ce qui est corroboré par le format. Même si c'est un manga, Mother Earth se rapproche plus du format BD franco-belge que du format manga classique. Ce qui m'amène à un sujet très intéressant, la question du format. Le dessin visuellement époustouflant est assez important dans des albums de franco-belge ou dans des romans graphiques. Le format conditionne irrémédiablement ce qu'il y a dedans. Là on est face à des livres, des gros livres, des beaux livres qui sont des pièces de choix dans des collections. Le format en lui-même est précieux, et dans leur parution, ce sont soit des one-shots, ou soit ils paraissent de manière très espacée, un album par an par exemple. Dans ce format-là que je décris, le lecteur est en droit de s'attendre à un dessin visuellement beau, il va plus passer son temps sur les cases, il y aura de la couleur, etc. Mais plus le format est accessible, rapide et plus petit, plus le dessin en soi est moins important, car ce n'est pas ce que cherche le lecteur quand il lit un magazine Spirou, un numéro de comics Marvel ou le Weekly Shonen Jump, ou encore quand il se rend sur l'application Webtoon de Naver. Et oui, l'essor fulgurant du phénomène Webtoon confirme ce que je dis. On est sur un format ultra rapide à la consommation très accessible, qui est soit gratuit, soit très peu cher, pour un rythme de parution assez rapide. Et le dessin est assez simple et stylisé. À part quelques exceptions, tu ne trouveras pas de Miura ou de Oba, ou encore moins du Alex Ross. Attention, le dessin est quand même techniquement bon pour la plupart des gros succès, ce que j'ai lu, mais je pense que son succès tient beaucoup plus de sa mise en scène novatrice, qui s'adapte au scrolling, ce qui fait que c'est assez difficile de s'arrêter en plein milieu d'un numéro, que du dessin en lui-même. Et tout ce que je viens de dire, le style et la mise en scène, c'est pour moi ultra important, primordial de le travailler à côté, mis à part du dessin technique. Je pense que je referai des vidéos sur ces deux points-là, donc abonne-toi pour rien louper. Mais en attendant, mon plus gros conseil et le plus important, c'est fais ton manga, fais des mangas, fais des BD, fais des comic strips, car l'art de raconter des histoires en case par case ne peut se comprendre qu'en bombardant des planches, qu'en bombardant de la case, des bulles, etc. Et c'est pas en ayant une technique irréprochable que tu parviendras forcément à ton objectif. Car je connais pas mal de jeunes clampins qui n'osent pas se lancer car ils se disent pas prêts techniquement. Mais ce n'est qu'un aspect, qu'un détail dans la conception d'une bande dessinée. Renaud Lemaire, papa de Dreamland, s'est lancé avec un style de dessin franchement super amateur dans un marché du manga français encore coincé du bulbe. Mais alors vraiment, mais il s'est imposé. Son secret,
Renaud Lemaire affirme qu'il n'a jamais dessiné autrement qu'en faisant de la planche et de la planche et de la planche. Et au final, maintenant Dreamland c'est solide graphiquement. Dernier exemple, One, petit auteur timide qui s'est lancé dans le webcomic avec un dessin plus qu'amateur, mais a tout explosé sur le site car sa mise en scène transpirait la passion avec une abondance des gimmicks du shonen neketsu. Et même si tu souhaites être scénariste, cette vidéo est intéressante pour toi car il faut comprendre à quel point le dessin impacte une histoire et en est même son véhicule, sa matérialisation. La plupart des grands scénaristes de bande dessinée comme Alan Moore, Buronson ou même Goscinny sont d'excellents storyboarders. J'espère que cette vidéo servira pour tous les futurs mangaka de demain, en tout cas j'espère. Faites des histoires, envoyez-les moi sur Insta ou Discord, j'aime bien lire les histoires amateurs. Allez regarder ma vidéo sur le flow des personnages si vous voulez faire des personnages avec un super flow et à plus dans le bus.